Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi de vous accueillir à ce webinaire. Juste pour me présenter, je m'appelle Gilles Wendling. J'anime une équipe d'experts à l'international à la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Mais c'est au nom des banques populaires que je veux souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui va aborder un sujet d'actualité. Comme vous le constatez, la reprise post-Covid espérée et annoncée risque d'être fortement perturbée par les difficultés d'approvisionnement qui touchent dorénavant tous les secteurs, avec des goulets d'étranglement dans l'automobile, dans le bâtiment, dans les biens de consommation courante. En fait, tous les secteurs dépendants de la logistique mondiale. Alors, faut-il revoir sa chaîne d'approvisionnement? Doit-on ajuster sa stratégie dans cette gestion des flux? Quelles sont les grandes tendances actuelles? Quelles évolutions prévoir? De nombreuses questions se posent et nous tenterons d'y répondre par l'intermédiaire de notre partenaire Globaliance et du témoignage du transporteur Legendre qui a collecté des informations terrain et qui va nous exposer les meilleures pratiques du moment. Juste un mot sur Globaliance. Les banques populaires travaillent avec ce partenaire depuis 3-4 ans environ. Il s'agit d'un réseau d'experts indépendants localisés à l'international que nous sollicitons en fonction de vos demandes. Les experts de l'international des banques populaires restent vos points d'entrée et vont chercher des solutions les plus efficaces et complètes auprès de nos partenaires comme Globaliance, mais également Tramex ou la COFAS, pour ne citer que ces trois acteurs. N'hésitez donc pas à nous solliciter pour trouver les meilleures réponses en fonction de vos besoins. Et sans plus tarder, je cède la parole à Zachary Blondeau de Globaliance et Clément Lemaître, notre invité de la société Legendre. Merci Gilles, bonjour à tous. Je suis donc Zachary Blondeau, je suis l'expert sourcing chez Globaliance et j'aurai le plaisir de partager un peu mes connaissances sur le sourcing et la supply chain de manière générale avec vous. Je vais vous présenter juste après Globaliance et un peu plus d'informations sur le réseau. Je remercie encore Banque Populaire pour la confiance qu'ils nous donnent et pour ce partenariat qui dure effectivement depuis quelques années et avec lesquels nous avons de jolies histoires. Je laisse la parole à Clément pour se présenter et puis je parlerai de Globaliance. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin pour ce webinaire sur la supply chain. Je suis donc Clément Lemaître, responsable Asie et Moyen-Orient pour la société Legendre, qui est une ETI familiale française dans le secteur de la logistique. Et je vous apporterai aujourd'hui donc mon retour d'expérience sur la gestion de la supply chain avec un angle bien évidemment logistique, ainsi que quelques conseils sur le sujet. J'en profite pour remercier évidemment Banque Populaire pour l'invitation à ce retour d'expérience. Merci Clément. Donc tout d'abord, Globaliance, qui sommes-nous? On est un réseau de sociétés d'accompagnement à l'international qui a été fondé en 2015. Et nous sommes en fait, chaque société est spécialisée sur un pays ou une zone qu'il couvre avec des équipes présentes localement. Alors pour ma part, par exemple, je suis membre de Source Asia et nous sommes basés au Vietnam avec un rayonnement sur l'Asie du Sud-Est. L'ensemble de nos entreprises sont francophones avec soit des interlocuteurs qui parlent français, anglais et puis bien évidemment locaux. Et on travaille sur un modèle collaboratif, donc on est vraiment sur des partenariats, des projets en commun mutuels où on s'accompagne lorsqu'il y a des projets qui couvrent plusieurs zones. Vous pouvez voir qu'on a une couverture assez vaste. On est aujourd'hui sur 64 pays couverts avec des bureaux un peu de partout. Et nous sommes en croissance puisque nous sommes aujourd'hui 16 membres alors que nous étions encore que 12 il y a quelques années. L'objectif, c'est de pouvoir amener un service constant et à peu près du même calibre sur les différentes zones que nous couvrons. Alors, quelques chiffres, on a accompagné effectivement plus de 9000 clients à l'international, on a 25 années d'expertise, voire plus dans certaines zones sur les pays, hein, pour ne citer que Source Asia, ça fait 25 ans qu'on est basé au Vietnam, il en est de même pour VVR en Chine, etc.
Et nous couvrons un panel assez large. Aujourd'hui, nous allons parler du sourcing, des achats et de la supply chain, mais nous accompagnons également sur d'autres typologies de services comme des stratégies, des études de marché, du développement commercial ou même du recrutement et du portage salarial, donc vraiment de l'implantation un peu plus structurelle localement. Donc tous ces services sont couverts par l'ensemble de nos membres, avec bien évidemment des domaines plus ou moins poussés en fonction de la zone qu'on couvre. Vous pouvez retrouver dans la présentation qui vous est jointe l'ensemble des contacts des experts par zone et bien évidemment nous contacter par le biais de votre chargé d'affaires ou de votre référent chez Banque Populaire qui fera le lien avec les personnes concernées en fonction de votre demande. Je laisse la main à Clément pour présenter le genre et puis pour démarrer ce webinaire enfin. Merci Zachary. Donc brièvement, pour vous présenter dans un premier temps le groupe Legendre. Donc le groupe Legendre est une ETI familiale, comme je vous le partageais plus tôt, de plusieurs centaines donc, de collaborateurs avec un chiffre d'affaires donc qui va cette année se clôturer un peu au-dessus des 100 millions d'euros pour l'année 2021. Donc on a une très forte culture familiale, évidemment, puisque ça fait partie des valeurs du groupe. Et puis, nous accompagnons depuis très longtemps donc, sur ce sujet de l'international nos clients majoritairement français dans le cadre de leurs projets de développement à l'international. Nous avons également donc, dans nos axes stratégiques majeurs beaucoup d'énergie déployée sur la partie donc certification et nous sommes aujourd'hui un groupe français leader sur ces domaines-là dans le secteur de la logistique sur des labellisations qui peuvent être d'ordre qualitatif mais aussi sur la partie éthique et sur la partie environnementale qui est cruciale sur notre secteur. Prochain slide. Merci. Donc pardon, excusez-moi. Voilà. Donc en ce qui concerne nos implantations, donc les implantations du groupe, nous sommes donc un groupe français très majoritairement présent sur le centre, la région parisienne, la Normandie et la Bretagne, et nous disposons de nos moyens propres sur la partie camions et entrepôts, qui sont deux secteurs d'activité très importants pour nous. Puis nous avons une activité donc internationale qui est l'activité que je pilote, qui concerne notamment l'ensemble des prestations logistiques que vous pouvez avoir en France ou sur une partie transport international, douanière, stockage et distribution sur de diverses zones géographiques. Nous sommes présents en Asie depuis plus de 15 ans. Il s'agit d'une zone géographique très forte pour le groupe, avec des bureaux en Chine, à Hong Kong, au Vietnam et au Cambodge. Puis nous sommes présents plus récemment sur le Moyen-Orient, avec un bureau à Dubaï et une ouverture en cours au Qatar, ainsi que sur l'Afrique de l'Ouest. Donc pour rentrer, après cette brève introduction du groupe, pour rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, j'ai préparé donc pour vous cet agenda avec, dans un premier temps, un point rapide sur les conséquences de la crise du transport qui nous impacte tous aujourd'hui, sans revenir sur les causes, parce que c'est un sujet qui a été très largement, qui est intéressant, mais qui a été très largement couvert déjà. Puis, on ira vers les pratiques que nous observons en tant que prestataires de services du côté des acheteurs transport, les schémas logistiques qui s'ouvrent à nos clients en faisant preuve d'un peu plus de créativité que ce qu'on a pu faire par le passé. Et en guise de conclusion, un partage de quelques bonnes pratiques que nous recommandons à nos clients et qui apportent des résultats sur une minimisation des impacts de la crise du transport actuelle. Donc, comme vous le savez, on est actuellement sur une crise du transport, crise qui est à plusieurs niveaux et qui, de plus, perdure
dans la durée. On a pensé rapidement que cela allait se résorber, mais ce n'est pas le cas. On est sur une crise, donc, comme je disais, à plusieurs niveaux. Une crise sur l'aspect coût, puisqu'elle vient impacter très fortement les entreprises françaises, mais pas que, c'est bien évidemment global. Sur la partie coût de revient de l'aspect logistique et notamment sur la partie transport international de leurs produits, et donc qui impacte sur les marges directement. Et de plus, ce qui est parfois très difficilement compréhensible, c'est qu'on assiste à une dégradation de la qualité de service des différents prestataires de la chaîne logistique, avec un manque de fiabilité, un manque de visibilité assez important qui viennent créer davantage de frustration sur cette partie approvisionnement. Donc, on peut avoir des annulations de booking, des décalages de navires, des fermetures de ports, des congestions qui viennent tendre la supply chain actuelle de l'ensemble de nos clients. Et cette situation de fragilité qui perdure maintenant depuis la reprise post-Covid met la supply chain sous tension et chaque grain de sable qui vient alimenter cette tension renforce la crise et la prolonge un petit peu plus. Il y a des événements que vous avez pu voir, les fermetures de ports pour cause de Covid en Chine, les pénuries de chauffeurs aux USA par exemple, les congestions à la suite du déblocage du canal de Suez ou le blocage en lui-même du canal qui viennent alimenter cette crise qui, en temps normal, aurait pu se résorber relativement rapidement, mais qui, là, sont amplifiées dans ce contexte de crise. On a de plus un phénomène que je voulais partager avec vous via ce graphique de concentration et de consolidation de l'industrie logistique qui est historiquement très fragmentée. Et donc, notamment sur cette partie maritime qui concerne la majorité des flux de nos clients, on a une concentration des acteurs principaux à coût de rachat principalement, et qui vient donc limiter l'offre, qui vient donc renforcer de nouveau cette pression sur la supply chain et éventuellement une inflation des coûts dans le temps. Alors, en ce qui concerne les pratiques qu'on peut observer chez nos clients, que ce soit d'ailleurs des grosses entreprises listées, par exemple au CAC 40, ou des toutes petites entreprises, puisqu'on a des panels de clients très diversifiés, c'est notamment tout ce qui est l'intensification de la recherche des bonnes affaires et des pratiques de benchmark pour limiter cette partie coût de transport et pour essayer de profiter justement des baisses de taux et de minimiser cet impact coût. Alors, elle est naturelle, bien évidemment, cette réaction, mais elle va venir ajouter un stress supplémentaire sur l'ensemble de la chaîne logistique. Nous, ce que l'on constate, en tout cas, c'est que les clients qui vont chercher à travailler davantage sur des éléments, par exemple, de planification ou de solutions sur des logisticiens qu'ils connaissent depuis plus longtemps et qui ont fait leurs preuves de fiabilité par le passé, s'en sortent mieux de manière générale dans la partie fiabilité de leur flux. On constate beaucoup chez nos clients la mise en place de seuils également de coûts par lesquels ils vont déclencher des commandes. Et donc, on assiste naturellement à des phénomènes de temporisation des commandes qui parfois fonctionnent et parfois ne fonctionnent pas. Et nous, ce qu'on préconise, c'est une supply chain fiable, lissée, qui va permettre d'avoir un maximum de visibilité, et ces à-coups en système d'accordéon sont généralement bien parfois et très mauvais dans des situations, par exemple, où on aurait retardé dans l'attente d'un taux meilleur et finalement, on a un taux qui s'empire. Donc ça, c'est des comportements qu'on a beaucoup remarqués et avec lesquels on travaille beaucoup en pédagogie avec nos clients afin d'essayer de minimiser et de fiabiliser un maximum les pratiques d'achat-transport.
Donc, nous, le sujet que l'on essaye de discuter le plus possible avec nos clients, c'est la mise en place de schémas alternatifs. Ce qui est parfois très difficile quand on a une logistique qui est rodée, avec des habitudes et qui n'est pas facile à changer. Donc, il y a beaucoup de discussions sur des schémas différents de ce qui a pu être fait par le passé. Je vous donne un exemple. Très naturellement, nos clients vont aller chez leurs fournisseurs en Asie ou aux US, par exemple, au port le plus proche, faire un flux container qui est calé, qui va aller au port du Havre, qui est le port le plus proche de la destination et qui va être livré voilà, de manière systématique. Aujourd'hui, nous, on essaye de travailler avec les clients en leur donnant des informations sur une vue un peu plus large des solutions qui peuvent s'offrir à eux, qui ne connaissent pas forcément ou pour lesquelles ils sont réticents parfois à l'idée de changer, qui sont les solutions que je vous ai mis ci-dessous. Par exemple, quelque chose qui a bien fonctionné pendant la crise avec nos clients est la mise en place d'un stock de produits à l'origine. Alors, il y a pas mal d'avantages à cela. Ça permet d'avoir des produits qui ont déjà été produits à disposition, stockés en local à parfois des coûts de stockage qui vont être plus intéressants. Ça me permet aussi de ne pas surcharger un fournisseur qui nous mettrait dans une position difficile et de déclencher la commande lorsque la situation est favorable en termes de transport international. On a aussi beaucoup de clients que nous avons redirigés sur des solutions multimodales. Je vous donne un exemple assez concret et je vous en parlerai dans le cas de case study par la suite. On a beaucoup de clients sur le Vietnam actuellement qui vont faire un préacheminement en camion sur la Thaïlande, où là, les disponibilités en aérien sont plus importantes, pour ensuite faire de l'aérien depuis Bangkok vers Charles de Gaulle ou vers d'autres aéroports européens, avec un gain de temps en termes de temps de transport, moins de split de la marchandise et des coûts qui sont d'autant plus intéressants puisque le marché thaïlandais, par exemple, a naturellement plus de cargo dense, alors que le marché vietnamien a naturellement plus de cargo volumétrique. Et donc, ça permet aux compagnies aériennes d'avoir un meilleur mix et donc d'avoir des taux plus intéressants à proposer aux clients. Nous avons également mis en place plusieurs solutions de cross-trade. Le cross-trade, ça va être, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de clients qui faisaient venir des produits fabriqués dans de tiers pays en France, simplement pour un aspect de contrôle, que ce soit qualité, confidentialité, prix, etc. Puis les renvoyer parfois dans des pays très proches du lieu de production. Et ça, en temps normal, peut-être que ça peut fonctionner, mais en temps où les prix sont x5, ça a un impact réel auprès de nos clients. Et puis enfin, Clément, tout ce qui est… Clément, si je peux intervenir, effectivement, ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, l'accélération des flux de cross-trade, par exemple, c'est quelque chose que nous, on a remarqué sur des clients qu'on accompagne sur des achats sur l'Asie, où effectivement, sur les 10 dernières années où j'ai travaillé avec eux, importaient directement dans leur warehouse, alors pour le coup, c'est un client qui est basé au Danemark, qui importe directement au Danemark et ensuite qui redistribue partout dans le monde, y compris en Chine, au Moyen-Orient, aux États-Unis. Et récemment, ils ont été suffisamment impactés sur leurs best-sellers pour que certains best-sellers ne soient plus vendables. Et donc, ils ont commencé à arrêter d'acheter sur des produits qu'ils exportaient par container et container. Et en fait, ils ont pris le temps de travailler en interne sur une solution de cross-trade. Ce qui les inquiétait finalement, c'est le contrôle en qualité, le contrôle aussi forcément de leurs acheteurs vis-à-vis de leurs clients finaux. Et in fine, ils ont réussi à trouver une solution, alors certainement avec un logisticien. Et aujourd'hui, on voit une reprise sur ces best-sellers parce qu'ils arrivent à repartir et à vendre directement en faisant un flux direct vers leurs clients finaux de ces produits-là, ce qui leur permet de reprendre de l'activité dernièrement. Merci Zachary pour cette illustration. Et effectivement, nous, on constate que c'est une tendance de fond pour plusieurs enjeux. Effectivement, l'aspect prix est très important. Et puis, il y a un aspect aussi, on va dire, temps de livraison à ses clients qui peut être un avantage compétitif en termes de rapidité de mise à disposition de nos clients. Et puis, il y a aussi un autre sujet qui est l'aspect CO2, qui est un vrai sujet pour les clients aujourd'hui et demain.
Et enfin, donc, il y avait cette partie nouvelle source. C'est vrai qu'on a constaté que les clients qui avaient effectué un travail pour ne pas dépendre d'une source unique, que ça soit en termes d'usine, soit en termes de pays, etc., mais qui avaient fait un travail en amont pour avoir de multiples sources, s'en sont de manière générale beaucoup mieux sortis d'un aspect transport, puisque ce qu'on a constaté, c'était que selon les trade lanes, l'impact transport, il y avait de certaine manière un cycle, c'est-à-dire que quand on a un port en Chine qui ferme, l'impact premier, c'est la Chine, mais très rapidement, les impacts se décalent en fonction des routes des navires. Et donc, d'un pays à l'autre, l'impact n'arrive pas au même moment, à la fois sur la partie tarifaire et à la fois sur la partie service. Et donc, lorsqu'on maîtrise cela, on était capable de jongler et de trouver des solutions intéressantes. Donc, juste quelques case study par rapport à ce que je vous partageais. Là, c'est le cas d'un client, donc une très grande marque. Là, on est sur un grand groupe qui fabrique ses chaussures au Vietnam avec des problématiques lors de la crise. Mais pour ce client, et c'est là que j'encourage toujours d'aller chercher des solutions en amont, parce qu'en temps de crise, c'est toujours beaucoup plus tendu, beaucoup plus difficile. Mais lorsqu'on est préparé et qu'on a évalué ces solutions avant, on les met en place beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est un client sur le secteur de la chaussure qui a mis en place un flux assez innovant. Depuis le Vietnam, par camion, aller récupérer le réseau ferroviaire chinois que l'on connaît tous pour aller livrer ses clients en Europe de l'Est par la suite. Donc là, on était sur un client qui avait vraiment un challenge de transit time, de temps de transit, pardon, sur la partie maritime et de prix sur la partie aérienne, parce qu'on n'est jamais content de signer des chèques très importants sur la partie aérienne, et qui a trouvé une alternative et qu'on a pu mettre en place ensemble en allant récupérer le réseau ferroviaire chinois pour livrer sur l'Europe. Et donc là, gain financier immédiat sur la partie flux aérien, gain de temps de transit sur le flux plus classique, puisqu'ils avaient un mix de transport maritime qui leur a permis de produire plus longtemps et davantage pour honorer leurs commandes, et un aspect visibilité, puisque là, on a été en mesure, évidemment, lorsqu'on essaie des nouvelles choses, c'est toujours, il y a un peu de doute à ce niveau-là, de leur donner une visibilité totale en porte-à-porte via des solutions technologiques que l'on met à disposition de nos clients, soit en digital, soit via de l'IoT, qui leur ont permis de suivre la mise en place et le déploiement de cette solution sur un temps de transit de 36 jours en porte-à-porte entre le Vietnam et l'Europe de bout en bout. Voilà, qui est assez intéressant. Deuxième cas que je voulais partager avec vous, c'était plus sur la mise en place d'un entrepôt, et dans ce cas-là, d'un entrepôt sous douane à proximité de fournisseurs en Chine. On a donc un client important pour le groupe sur le secteur de l'habillement. On n'est pas sur du luxe, mais on est sur du premium, qui avait beaucoup de flux, et notamment des flux production en Chine, export en France, réexport de la France vers la Chine pour des clients. Donc là, quand est arrivée la crise du transport, ça a énormément accéléré la revue de ces flux, pas que pour leurs clients chinois, mais pour leurs clients asiatiques dans la majorité. Et donc, on a mis en place avec eux une solution d'entrepôt sous douane à proximité de leurs fournisseurs. Et donc là, on a répondu au challenge qui se posait à eux, à savoir fournir plus rapidement leurs clients et ne pas perdre de part de marché, voire en gagner, réduire l'impact des coûts de transport, et puis garantir la confidentialité, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent auprès de nos clients. Ils ont des enjeux de confidentialité qui sont importants et ne souhaitent pas que leurs clients aient la visibilité sur les fournisseurs. Et donc, cette solution, nous l'avons abordée à la fois sur une partie flux logistique, donc la mise en place d'un stock sous douane, mais aussi sur la partie flux documentaire et douanier, puisque cela comporte des spécificités, notamment le marché chinois, sur la partie documentaire, qui permettaient de garantir cette flexibilité et la confidentialité auprès de leurs clients finaux. Les bénéfices, on les a mesurés et ils ont été très conséquents. Sur la partie délai de livraison auprès de leurs clients, il y a eu un gain de 60% pour les clients avec le gain le plus important. Donc, c'est les clients notamment chinois. Donc là, on faisait un flux
beaucoup plus rapide, c'est-à-dire fournisseur chinois, entrepôt sous douane, client chinois. Une diminution des coûts logistiques évidente, beaucoup moins de flux, donc beaucoup moins de coûts. Une amélioration de l'empreinte CO2 qui a permis aux clients d'avancer sur ces objectifs CO2 et aussi de le communiquer auprès de leurs clients, leur permettant aussi de gagner des parts de marché auprès de clients qui sont sensibles à ces sujets-là. Et puis finalement, quelque chose qu'on n'a pas pu quantifier, mais pour lequel le client nous a fait les retours, une optimisation également de leur stock en France, parce que ce stock à proximité leur a permis de diminuer leur stock en France qui leur coûtait plus cher, et donc de l'optimiser et de le réduire notamment. Voilà. Donc ça, c'était 2 cas d'études assez intéressants et concrets qu'on a pu développer avec nos clients et qu'on présentait vraiment des gains majeurs pour eux dans le contexte de la crise actuelle. En guide de conclusion, quelques modestes, et j'imagine que pour certains d'entre vous, vous avez déjà mis en place ces quelques bonnes pratiques qui sont plutôt du bon sens. La première, nous, on essaie de sensibiliser beaucoup nos clients et notamment les plus petites sociétés sur la planification de leur transport. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a pris l'habitude de réserver une semaine avant pour un départ navire. Ça n'existe plus, en tout cas pas actuellement. Il faut essayer de donner de la visibilité. Nous, on demande 3 à 4 semaines de visibilité sur les départs. Évidemment, il y a des aléas de production, mais ça nous permet de travailler en amont avec les compagnies maritimes. Le deuxième point, c'est la partie challenge. Donc, la logistique est une industrie évidemment très, très ancienne. Il faut essayer d'amener de l'innovation. Alors, l'innovation, elle peut être tout à fait technologique, mais aussi l'innovation sur la manière de revoir ces flux, la manière de les réaliser et aller, comme je vous le disais, combiner des flux de transport qui vont permettre d'avoir des gains, soit sur la partie coût, soit sur la partie mise à disposition, soit sur d'autres éléments. Donc ça, c'est très important d'aller challenger son logisticien sur de la créativité. On peut être créatif en logistique. Enfin, il y a une partie qui est plus là de l'ordre de la fiabilité, c'est d'essayer de limiter l'accordéon qui peut être fait sur des bookings. J'annule mon booking parce que j'en ai un autre $100 moins cher. J'annule mon booking parce que j'ai un départ 2 jours plus tôt. C'est très difficile et la gestion du booking est vraiment un enjeu majeur sur les compagnies maritimes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de frais qui sont mis en place pour limiter ce phénomène parce qu'on a beaucoup de clients qui disent booker, booker, booker et qui derrière malheureusement décalent énormément, ce qui met de la tension sur les chaînes logistiques. Et enfin, ce qu'on essaie de mettre en place, qui ne fonctionne pas pour tout le monde mais qui fonctionne très bien quand c'est mis en place, c'est de permettre à son logisticien d'avoir de la flexibilité en donnant une échelle de flexibilité à la fois sur la partie prix et à la fois sur la partie planning, qui permet d'aller chercher un maximum de solutions, d'avoir un panel de solutions complet à apporter aux clients pour la décision finale et d'avoir de la réactivité parce que malheureusement, dans le marché actuel, sur certains pays, sur certaines destinations, il faut décider très vite et les allers-retours compliquent le processus de décision et ils nous permettent pas d'être efficaces. Voilà pour mon partage et j'espère que les cas d'études vous ont permis d'avoir des éléments concrets et que les quelques retours terrain que j'ai pu vous faire vont vous donner des idées pour des choses à mettre en place avec les prestataires logistiques avec qui vous fonctionnez aujourd'hui. Je passe la parole à Zachary. Merci Clément pour ta partie. Et effectivement, une fois qu'on tire un bilan et qu'on a un petit peu plus de visibilité sur cette problématique finalement logistique et transport, se pose la question de la supply chain plus dans son ensemble. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui nous touche également sur cette partie sourcing, achat, suivi de production et export. Partie dont je me charge avec mes équipes et dont on se charge de manière plus globale chez Globalliance. Je vais essayer de reprendre également un petit peu comment cela impacte cette notion de prix finalement, et puis derrière comment se structurer pour y répondre et pour l'anticiper en tout cas. Donc tout d'abord, un des premiers points moi, que je veux aborder, c'est cet aspect prix. On a
pendant des années, avec nos clients, eu des discussions finalement assez simples sur le prix qui était, voilà, on a un prix sortie d'usine, alors ex-work ou FOB, et puis un prix de transport qui était assez finalement stable, lissé sur l'année, donc assez facile à calculer ou entrer en ligne de compte. Aujourd'hui, pour la notion d'un best landed cost, parce qu'en fait, la question est vraiment finalement à combien coûte quel va être le prix du produit sorti de chez vous, de votre entrepôt ou du prix que vous allez pouvoir vendre. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte qui sont dans certains cas assez simples, mais dans d'autres beaucoup plus complexes. Donc effectivement, on a toujours cette notion de prix sortie d'usine, sauf qu'on l'a vu dernièrement, ces prix sortis d'usine, même ces prix-là, sont très variables, très fluctuants. Alors, ils sont fluctuants parce que vous allez avoir des problématiques auprès de votre fournisseur sur ces problématiques internes, mais il y a également toute cette partie matière première qui est un gros sujet aujourd'hui. Alors, cette matière première, elle va être impactée dans différentes industries, hein. On parle du métal, on parle du bois, on va parler également de tissus, on va parler pendant la période Covid, on a eu énormément de problématiques sur tout ce qui va être gants en nitrile, gants en latex, etc. Et tout ça va impacter le prix sorti d'usine. Vous avez également cette notion transport et logistique et qui est liée finalement avec les taxes à l'import, parce que ce transport logistique ayant explosé, votre taxe à l'import, si vous êtes sur 10% ou 20% ou 5% de taxes à l'importation, et ben ce coût de transport et de logistique il va être également pris en compte et donc forcément impactant. En plus de ça, aujourd'hui, vous avez de plus en plus, et on l'a remarqué sur les dernières années, alors le Vietnam fait partie de ces exemples, mais il y a de plus en plus d'accords de libre-échange qui commencent à se mettre en place. Ces accords de libre-échange, c'est plutôt une bonne nouvelle dans plein de cas. Simplement, ils sont complexes. Il faut les aborder, il faut comprendre la teneur de l'application de cet accord de libre-échange, sous quelles conditions, etc. Donc, ça demande une certaine connaissance, de s'impliquer dans cet aspect importation et donc d'avoir des ressources en interne ou des partenaires qui vous accompagnent sur ça. Et en fait, se pose finalement cette question en interne, de quelles ressources j'ai besoin pour toute cette gestion-là. Et on a remarqué, nous, dans nos équipes qui sont à l'international, aujourd'hui, pour réaliser un export, pour réaliser une exportation d'un produit fini sorti d'usine, on estime qu'il nous faut, sur notre suivi, quasiment 3 fois plus de temps qu'il y a encore 2 ans. Parce que pour toutes ces problématiques-là, la négociation de prix, la renégociation de prix, le suivi de production, le booking, finalement, un changement de booking, finalement, le contrôle de qualité qui va plus. Et avant, ça prenait beaucoup moins de temps de le faire. Donc, la capacité de nos clients à avoir des ressources en interne pour cette gestion, c'est une réelle problématique. Ça va pas forcément aller en s'arrangeant. Un autre aspect, c'est effectivement ce choix des fournisseurs, des partenaires. Alors, avant, on avait des clients qui voyageaient régulièrement, on avait surtout une certaine stabilité. Avec les 2 dernières années qui viennent de passer, avec les problématiques que je viens de citer, les fournisseurs peuvent disparaître, complètement changer, avoir des politiques qui sont évolutives et finalement se rendre compte de ce qui se passe sur place ou tout simplement aller en trouver d'autres. Ça prend du temps, ça va prendre de l'énergie, il faut avoir la capacité de le faire. Avec les restrictions actuelles, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus coûtant, etc. Et puis derrière, il va y avoir toute cette partie stabilité. Alors stabilité des prix, stabilité de la qualité, stabilité des capacités de production. Et ça, c'est quelque chose qui est également à prendre en compte parce que finalement, je le disais tout à l'heure, ça prend plus de temps déjà pour exporter un produit, mais ça prend plus de temps également dans le temps d'avoir ce suivi régulier sur ces notions. Le best landed cost, finalement, c'est une équation complexe. Vous vous retrouvez avec beaucoup de paramètres à prendre en compte, en tout cas qui sont à prendre en compte sérieusement, qu'on ne peut pas outrepasser ou regarder de manière très très rapide. On est obligé de prendre en compte tous ces aspects-là, et donc c'est une notion de temps et de ressources. Et finalement, pour arriver à répondre à cette problématique, un des premiers points, c'est de connaître sa supply chain. On avait des clients jusqu'à maintenant, alors encore une fois, je fais une généralité, mais on avait des clients qui se contentaient d'avoir un prix sorti d'usine et de comprendre comment étaient fabriqués leurs produits, mais sans vraiment s'investir sur les différentes parties du produit. Aujourd'hui, pour être capable de maîtriser les coûts, pour être capable de maîtriser le temps de production, pour être capable de maîtriser ensuite la distribution, il est très très important de comprendre et de connaître d'où viennent les matières premières, quel est le contexte de ces matières premières,
comment elles sont acheminées vers le manufacturier, celui qui va réaliser alors soit votre produit semi-fini, soit votre produit fini, et puis toute la structuration, y compris de ce fournisseur, pour contrôler cette partie amont. Et effectivement, on s'est rendu compte, alors je parlais tout à l'heure des accords de libre-échange, mais déjà tout simplement sur comment fonctionne votre fabricant, votre usine, votre fournisseur. C'est des paramètres qui avant, voilà, allaient évoluer légèrement dans le temps. On a eu des grandes tendances, par exemple le coût des ouvriers en Chine qui a augmenté assez fortement sur les dernières années, mais ça devenait finalement quelque chose qui faisait partie de la négociation du prix final. Aujourd'hui, pour pouvoir maîtriser son coût d'achat et donc son coût de livraison, si on ne comprend pas le contexte, si on ne comprend pas les problématiques auxquelles fait face votre fabricant, il est très très compliqué d'avoir une négociation qui est productive, parce que vous entrez dans une négociation par rapport à votre marché de vente, mais finalement il y a énormément de problématiques en amont qui peuvent peut-être être résolues ou peut-être être tout simplement évoquées avec votre fabricant sur la partie négociation. Donc le coût des matières premières, l'acheminement, l'impact sur des shortages. Alors aujourd'hui on a des problématiques par exemple sur les composants électroniques. Il y a 2 ans, on a été confrontés, nous en Asie, beaucoup sur des problématiques sur les gants en nitrile et les gants en latex dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé avec une demande qui a explosé, un nombre de fabricants qui était somme toute réduit ou en tout cas assez stable, et un approvisionnement en matières premières qui est très très contrôlé dans les pays de fabrication du rubber, du caoutchouc qui est tiré des arbres. Et en fait, sans comprendre les raisons de l'évolution, il devenait très compliqué finalement d'avoir une négociation concrète, stable, avec un court terme, long terme dans la réflexion. On a vu des prix qui ont fait x10, x12 dans certains cas sur ces produits-là en 2-3 mois. Sans avoir cette approche-là, c'est très compliqué d'aborder cette problématique. Un autre point qui est très important pour moi et qu'on a remarqué dans l'évolution finalement de ces dernières années, c'est la mise en place d'un contrôle de qualité efficace. Alors, un contrôle de qualité, on a beaucoup de clients, encore une fois, hein, je généralise et dans certains cas, les industries ne sont pas concernées, mais on a des clients qui se contentent finalement d'un contrôle de qualité final ou d'un contrôle de qualité des échantillons et d'un contrôle de qualité final avec l'objectif de valider ou non est-ce que ce produit-là correspond à ce que j'avais commandé. Aujourd'hui, c'est compliqué de réparer un produit qui est défectueux lorsqu'il est déjà fini. Une inspection finale qui est fail, qui n'est pas acceptée, a des impacts et des répercussions beaucoup plus fortes dans le temps, parce que retrouver de la matière première pour réparer ou pour remplacer, ça va prendre plus de temps. Les prix des matières premières ont pu évoluer dans le temps. Votre fournisseur va être en congestion déjà de fabrication, parce qu'aujourd'hui l'ensemble des lignes de production sont très très chargées. Et puis surtout, vous avez toujours cet impact coût de transport qui est très très fort sur vos produits, et forcément vous vous retrouvez avec un contrôle de qualité final qui est rejeté, avec une annulation de booking. Dans ces cas-là, vous vous retrouvez avec le risque d'avoir un coût de transport qui va augmenter de 1000, 2000. Alors, même si dernièrement, il s'est un petit peu stabilisé, sur les 6 derniers mois, c'est ce qui s'est passé. Avoir une approche du contrôle de qualité beaucoup plus structurée, avec un objectif de contrôle de qualité final qui soit réussi, et donc travailler main dans la main avec votre prestataire de contrôle. Donc ça peut être des équipes en interne, ça peut être des third parties, votre bureau d'achat, ou tout simplement déjà avec le fournisseur, parce que finalement la clé elle est là, et de définir ensemble des étapes clés dans la production, des points de contrôle à ces étapes clés, et d'avoir un objectif de contrôle de qualité finale qui soit réussi. C'est un bon moyen en tout cas de sécuriser et d'avoir une visibilité, une fluidité dans votre supply chain qui soit beaucoup plus performante. Ça vous évite surtout cette problématique forcément d'avoir de l'inconnu, et donc je reviens à mes points de tout à l'heure, d'avoir des ressources allouées à la gestion de ces inconnus. Et ça, on l'a vu par exemple avec un client qui initialement avait l'habitude de faire des contrôles de qualité finaux avec une société externe qui était, je crois, Bureau Veritas ou SGS, je me rappelle plus, et qui nous a approché pour mettre en place une personne de chez eux dans les usines. Donc aujourd'hui, il travaille avec 7 usines sur la Malaisie, et l'objectif, c'était d'avoir un contrôleur de qualité qui tourne régulièrement entre les usines
et qui mettent en place des points de contrôle sur les échantillons, bien évidemment, mais sur les premières pièces de production, sur les lignes de production, sur les premières pièces sorties de production avant emballage et sur les parties emballage pour assurer que le contrôle de qualité finale soit performant. L'autre aspect qu'on a vu émerger, alors qui était déjà le cas avant, mais finalement, c'est simplement une accélération depuis les quelques années, les 2 dernières années, pardon, c'est un bi-sourcing ou voire même un sourcing plus large. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Initialement, c'est vrai que dans 80% des cas, on avait un aspect on va acheter en Chine parce que c'est ce qui fait sens, en tout cas sur l'Asie, je parle, et on se pose pas trop de questions. Aujourd'hui, la problématique d'aller sourcer dans une seule zone, j'ai parlé de la Chine, mais ça peut être un autre pays, pose différents problèmes. On l'a vu, ça a été exacerbé avec le Covid, c'est-à-dire que quand un pays se retrouvait en rupture totale par confinement ou par arrêt des lignes de production ou par arrêt des chaînes d'approvisionnement, eh ben, on n'a aucun contrôle sur la capacité de ce pays à fournir. Il y a eu les problématiques, effectivement, quand on n'a qu'une seule source, eh ben, on est dépendant également des hausses de prix, des évolutions géopolitiques qui peuvent exister dans ce pays-là, etc. Donc l'objectif d'avoir un bi-sourcing, finalement, elle est multiple. C'est déjà d'avoir une agilité et une réactivité, d'être capable, lorsqu'il y a une rupture dans la chaîne d'approvisionnement d'un fournisseur, de pouvoir s'approvisionner chez les autres fournisseurs. Donc ça va être simplement de piloter, d'être agile, de dire ok, je prends un exemple assez concret. On a un client qui aujourd'hui achète au Vietnam, mais qui achète également en Indonésie, et ça lui permet de piloter pendant la période d'arrêt de production au Vietnam autour du nouvel an lunaire, qui ne s'applique pas en Indonésie. Et ben dans ce cas-là, il va commander et continuer d'avoir son approvisionnement qui tourne depuis l'Indonésie, donc il va accentuer un petit peu les commandes sur ce pays-là. À l'inverse, l'Indonésie est très impactée par les IDE, et dans ce cas-là, il va retourner ses lignes de production beaucoup plus sur le Vietnam. Vous avez évidemment un management des risques, parce qu'au final, je citais tout à l'heure l'arrêt pour cause de confinement. Vous pouvez avoir un arrêt pour autre chose. Ça peut être une usine qui est en grève, ça peut être des accords de libre-échange qui s'arrêtent définitivement, ça peut être un manque d'approvisionnement en matières premières. Vous avez un arrêt total d'une chaîne de production, vous êtes capable de la faire migrer, alors peut-être pas dans l'immédiat, mais assez rapidement vers une autre source. Alors typiquement, on a un client norvégien pour le coup qui travaillait avec une usine simple depuis 15 ans, qui est un partenaire historique pour eux, dans laquelle ils ont investi de l'argent. Ils ont lancé une mission de sourcing avec nous sur l'Asie du Sud-Est, de manière générale, pour trouver un second fournisseur. Leur objectif n'était pas de remplacer le fournisseur initial, leur objectif était vraiment d'avoir une deuxième source d'approvisionnement, une deuxième option. Et il s'est trouvé que pendant la recherche, mais on était plutôt dans les phases finales, l'usine du premier fournisseur a complètement brûlé. Ils avaient suffisamment avancé pour être capables d'être réactifs et tout de suite de basculer, alors un peu plus rapidement que ce qu'ils auraient souhaité, une partie de la production sur les seconds, puisqu'on avait trouvé plusieurs options, mais sur l'une des solutions qu'on avait trouvées, il se trouve que pour le coup, c'était sur la Thaïlande. Ça vous permet également d'avoir un meilleur contrôle sur le prix. J'ai parlé tout à l'heure de toutes les problématiques de prix en amont. Il n'empêche que dans une négociation, si vous avez un moyen de comparaison, alors ça peut être déjà un poids supplémentaire, tout simplement pendant la négociation, d'être capable de dire ok, j'ai ce prix-là là, j'ai ce prix-là ici, c'est quelque chose qui se fait régulièrement sur une zone, mais ça permet aussi de savoir un petit peu mieux comment évolue le marché, comment peuvent se positionner vos concurrents, comment peuvent tout simplement se retrouver les prix. Et finalement, d'avoir ce bi-sourcing, alors là, je parle vraiment d'un bi-sourcing multi-pays, c'est aussi de voir les évolutions. Je reprends ce client qu'on a accompagné sur une mission de sourcing sur l'ASEAN. Au tout début, les différences de prix qu'on avait trouvées étaient des gains de 3%. Ça n'aurait absolument pas justifié à l'époque de bouger une production qui durait depuis 15 ans avec un fabricant où la supply chain était quelque chose de très régulier, très fluide. Basculer pour 3% pour eux, c'était prendre des risques inconsidérés. Il se trouve que depuis qu'on a avancé sur cette option et qu'ils ont été forcés d'accélérer avec l'un des fournisseurs, la différence de prix a augmenté. Aujourd'hui, ils sont sur un gain de 12% avec le fournisseur avec lequel ils travaillent par rapport à leur fournisseur historique chinois. Donc, ça permet simplement de voir aussi régulièrement
les évolutions du marché qui peuvent être dues à multiples facteurs. Et surtout, un des points qui est assez important, c'est que ce sourcing multiple, avec des multiples zones, elle permet aussi d'aborder et d'avoir une stratégie sur d'autres marchés. On l'a vu dernièrement, on accompagne un client donc qui est une ETI internationalement reconnue dans le monde de l'accessoire de cuisine, etc. Et qui, dans son développement, a vraiment une réflexion. Je veux aller intégrer ce marché-là. Où est-ce qu'il fait sens d'avoir ma chaîne de production pour être le plus compétitif possible? Et en fait, on reprend tous les paramètres initiaux de prix par rapport au marché qu'on veut investir. Et finalement, d'avoir un sourcing multiple vous permet de bénéficier, dans certains cas, de nouveaux accords de libre-échange, d'une compétitivité retrouvée, par rapport à une stratégie géopolitique localisée ou régionalisée, et donc d'avoir des sources d'approvisionnement multiples qui vous permettent d'être performants sur les marchés que vous ciblez, mais également d'avoir donc ce management de risque et cette agilité lorsque vous avez une problématique. Alors finalement, une fois qu'on connaît, qu'on maîtrise sa supply chain et qu'on a une stratégie autour de ça, derrière, Clément parlait tout à l'heure d'innovation et de créativité. On l'a vu dernièrement, on va dire des solutions un petit peu plus, un peu diverses, tout simplement de remettre en cause sa stratégie, son process de supply chain actuel. Généralement, on est dans un roulement, alors pour des sociétés qui sont plus ou moins anciennes, mais on trouve une manière de fonctionner sur ses achats et on applique cette même manière de fonctionner au fil du temps. Avec tous ces changements qui sont assez radicaux, hein, même si c'est sur 2 ans, ces changements sont de plus en plus soudains, on se retrouve avec des ruptures, etc. Avoir une stratégie différente, ou en tout cas réfléchir sur sa stratégie actuelle, aide dans certains cas à trouver des solutions qu'on n'aurait pas imaginées autrement. Alors, par exemple, une des stratégies, moi, qui me vient finalement, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le domaine du textile, d'aller acheter des matières premières qu'on a soi-même sourcées parce qu'on identifie, de nominer ses fournisseurs de matières premières et de pièces détachées. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait énormément dans le sourcing textile. C'est quelque chose qui est totalement applicable dans d'autres secteurs. Je le vois par exemple, on a un client qu'on accompagne sur la fabrication de meubles en bois. Initialement, il achetait des meubles finis à son usine. Aujourd'hui, il nomine ses fournisseurs ses scieries de bois en Europe pour s'assurer la qualité, pour assurer la continuité de qualité dans ces produits-là. Et ça lui permet aussi d'avoir un meilleur contrôle sur les prix puisqu'il connaît le prix de matière première. On a parlé tout à l'heure, alors Clément parlait de booking de containers. Finalement, c'est pareil sur les capacités de production. Cet effet élastique qui est dû avec le Covid, mais pas que, d'avoir des chaînes de production qui s'arrêtent puis qui reprennent, crée des engorgements. Travailler sur des bookings de capacité de production annuelle ou sur des durées peut-être un peu plus courtes, mais en tout cas avoir une visibilité et accorder une visibilité avec son fournisseur, ça permet également d'avoir une plus grande fluidité et surtout une agilité lorsqu'il faut forcément piloter, monitorer, un petit peu changer. J'engage également beaucoup à travailler avec ses fournisseurs en amont sur les problématiques à venir, c'est-à-dire vraiment d'aborder ces problèmes, la problème de stock potentiel, la problème de, par exemple, les coûts de containers, de discuter avec son fournisseur en disant, voilà, moi, je suis capable d'envoyer mes containers à ce prix-là, je pourrais plus les faire partir. Et donc, si cette situation se passe, qu'est-ce qui va se passer? Ça évite les conflits et en fait, ça évite surtout d'avoir des engorgements ou des ruptures complètes. J'ai parlé tout à l'heure d'avoir effectivement d'anticiper le long terme, même sur des réactions à court terme. C'est pas parce que, in fine, on trouve une solution locale moins chère, court-termiste, qu'il faut pas continuer de regarder les évolutions des cours de matières premières, les évolutions de disponibilité, les accords de libre-échange à venir. Typiquement, Clément mentionnait le CO2 plusieurs fois pendant sa présentation. Ça va devenir un sujet dans les années à venir, voir quelle taxe est mise en place, voir quel impact est mis en place sur les supply chains. C'est pas encore complètement défini, mais s'y préparer et l'anticiper est déjà une manière d'être réactif finalement le jour où une loi ou un impact plus fort se fait ressentir. Clément citait tout à l'heure l'optimisation des flux et du stockage à l'origine. Alors nous, typiquement, on a un client américain qui travaille dans le e-commerce, dans le meuble, qui fait à peu près 30 millions de chiffre d'affaires annuel et qui externalise ses entrepôts
aux États-Unis. Donc, il a des entrepôts, je crois, dans la région de Miami, en Californie et vers Chicago. La crise du Covid et toutes les problématiques de coûts de transport et finalement de congestion aux États-Unis ont créé pour lui des des coûts financiers aux États-Unis d'avoir autant de stocks bloqués et de la trésorerie bloquée. En travaillant sur des stocks à l'origine, ça lui a permis de débloquer un petit peu de trésorerie, d'avoir une plus grande flexibilité sur ses flux et surtout, Clément me disait tout à l'heure, finalement de shipper, de faire partir des produits qui étaient déjà vendus et donc de ne pas avoir un impact potentiellement négatif si les coûts de transport baissaient à l'avenir et qu'ils se retrouvaient avec des stocks bloqués aux États-Unis avec un prix de revient basé sur les flux, sur les coûts financiers passés. Alors, Zach, oui, Clément. Si je peux faire un petit commentaire sur cette partie-là, c'est vrai qu'on en a peu parlé parce que la supply chain est un sujet assez large et assez complexe. Sur ma partie, j'ai beaucoup parlé de la partie transport et logistique. Mais chez nos clients, on revoit vraiment ce sujet supply chain revenir sur la table stratégique des dirigeants des entreprises et pas que sur la partie stockage, en tout cas pas que sur l'élément de coût, mais vraiment sur les éléments de disponibilité et de trésorerie, on va dire de cash, de trésorerie en inventaire, etc. Donc, ça devient vraiment un sujet stratégique et les grandes tendances des années précédentes, même si ça reste relativement sectoriel, c'était de faire du lean. Il y avait beaucoup de théories lean sur la partie gestion de stock et gestion de supply chain. Et nous, on a vu des très grands gagnants sur certains secteurs auprès de nos clients, sur vraiment ceux qui avaient été capables de gérer le stock, soit via ce qu'on disait des stocks à l'origine et des stocks à destination, soit ceux qui avaient été en mesure d'avoir un petit peu plus de stock et compris de manière conséquente des parts de marché. Et donc, c'est vraiment stratégique, pas uniquement sur la partie coût, mais vraiment sur la partie cash immobilisé, disponibilité pour pouvoir servir nos clients. C'est vrai. On l'a vu aussi ça, chez certains de nos clients, notamment pendant les arrêts Covid et ce qui s'est passé autour de ça sur le premier confinement. Et puis, je voulais finir sur les think out of the box, finalement, les solutions un peu créatives. Investir, de la fusion-acquisition, considérer une implantation industrielle en propre, c'est des choses, en tout cas, nous, on est de plus en plus questionné et mandaté finalement, parce qu'on se rend compte que ça peut, dans certains cas, amener des solutions long terme. Alors, je prends un exemple, je repars sur mon exemple, pardon, des gants en latex et en nitrine. On accompagne un des leaders mondial dans ce domaine, qui, afin de sécuriser ses chaînes d'approvisionnement à l'avenir, parce qu'au final, aujourd'hui, certaines des usines, et notamment les grosses usines malaisiennes, ont des capacités de production qui sont déjà bookées pour tout 2022 et commencent à parler de livraison en 2023. Aujourd'hui, notre client a décidé d'aller investir auprès d'une usine et de pouvoir monter des lignes de production qui sont dédiées pour leur consommation à eux. C'est un moyen, en tout cas ça a été un moyen dans ce cas particulier, de sécuriser de l'approvisionnement à compter de mi-2022 et donc de pérenniser pour la suite. Donc ça peut être cette solution-là. On voit également, on a un client qu'on accompagne d'ailleurs avec Banque Populaire, qui fabriquait en France, mais qui vendait, parce que c'est une pièce semi-finie, on va dire, qui est composée dans les chaussures, et qui vendait à des fabricants, des assembleurs de produits finis basés en Asie du Sud-Est, afin d'améliorer leur supply chain, d'être plus réactifs, d'être surtout plus compétitifs en termes de prix. Ils ont décidé de monter d'avoir une implantation industrielle en propre sur la zone ASEAN, afin de se rapprocher de ces fabricants finaux. Voilà. Alors, j'ai cité certains cas d'études qui sont ici et d'autres qui n'étaient pas sur cette slide-là, mais voilà un petit peu la vision sur cette réflexion, en tout cas globale, de supply chain. Ça part effectivement d'une problématique transport et finalement, on se rend compte que tout est lié à partir du sourcing, de son
une organisation personnelle et en propre, et puis derrière de cette capacité d'ajustement et de flexibilité dans le temps en interne, mais aussi avec les partenaires qu'on choisit. Voilà pour ma partie. Je vous remercie d'avoir écouté, et puis je laisse la parole à Gilles pour un petit mot de conclusion. Alors, rapidement, je souhaitais juste au travers de ce slide vous rappeler que nous avons organisé déjà 6 webinaires au premier semestre 2021, un seul sur ce second semestre, mais nous poursuivrons l'aventure courant 2022, et vous trouverez notamment sur les sites internet des banques, notamment la BPLC, les replays de ces vidéos, et également des informations marché et des newsletters d'actualité qui proviennent de notre partenaire Globaliance pour alimenter un petit peu cette information qui est nécessaire d'actualiser régulièrement. Je ne sais pas, Maëlle, si on a le temps de traiter l'une ou l'autre question. Je pense que non. Bon, on peut en traiter une ou deux quand même sur les 3 minutes qui nous restent. Donc, pour la première, est-ce que les pénuries que nous connaissons actuellement, là on précise sur composants, bois, etc., vont s'installer dans la durée ou non? Zachary, peut-être que tu peux répondre à cette question-là. Ouais, alors de manière très rapide, parce que effectivement on a peu de temps, et après je vous invite pour toutes ces questions qui ont été posées en amont ou celles à venir, de vous rapprocher de votre chargé d'affaires Banque Populaire, et qui fera le lien avec les personnes concernées. Donc je serais ravi de répondre plus en détail si il y a des demandes. Mais oui, ces pénuries vont s'installer dans la durée. Alors c'est pas forcément la pénurie qui va s'installer dans la durée, c'est la tension sur la supply chain et donc la capacité à répondre au marché. Et ça ça va continuer de par ce fait, cet effet accordéon qui s'est mis en place dernièrement et qui va pas se résorber du jour au lendemain. Donc, on parle de plusieurs années avant d'un potentiel retour à la normale si jamais ça devait arriver. Et en complément aussi, on a une question assez similaire, même si ça a été partiellement couvert pendant la présentation. Combien de temps va durer cette pénurie de containers et ses prix? Peut-être Clément sur la question des containers. Je vais prendre la question, mais merci pour cette question, et effectivement c'est une question qui est assez populaire auprès de nos clients. Alors c'est difficile, et nous on ne se risque pas trop à prendre une boule de cristal sur ce sujet, parce que ce qu'on constate, c'est que les prévisions qui avaient été faites initialement pour la plupart n'ont pas été réalisées. Ce dont on sait aujourd'hui, à l'heure actuelle, on assiste quand même à une déflation légère des taux. Donc, ça fait déjà longtemps qu'on n'avait pas constaté ça. Donc, déflation légère des taux, même s'il n'y aura rien de majeur, en tout cas pour les flux Asie, jusqu'à l'après Chinese New Year de février prochain. Cependant, 2022, on en est certain, restera tendu. Sur la partie prix, alors que ça soit de la pénurie de containers ou autre, il y a de multiples sujets, restera tendu, et on espère une amélioration significative à partir de 2023, avec probablement pas un retour sur des taux qu'on a pu connaître par le passé, mais une normalisation sur des taux intermédiaires, avec notamment l'arrivée sur le marché de nouveaux porte-containers et plus de disponibilité pour les marchandises, ainsi qu'un ralentissement probable de l'accélération de la croissance à laquelle on a pu assister en sortie de Covid. Voilà. Très bien, merci. Il est midi, alors on va pas pouvoir prendre plus de questions pour finir ce webinaire. On reviendra donc vers vous pour toutes les questions que vous avez pu poser pendant le webinaire ou pendant les inscriptions auxquelles on n'aurait pas répondu, pour vous faire des réponses un peu plus précises par rapport à vos attentes. N'hésitez pas aussi à nous recontacter si vous avez d'autres questions à la suite de ce webinaire. N'hésitez pas à recontacter effectivement vos contacts de Banque Populaire par rapport à ces questions-là. Ils feront le lien vers les experts dédiés. Peut-être donc, Gilles, un dernier mot à dire à nos participants par rapport à notre webinaire. Alors, juste le petit mot de la fin. Alors, on a bien compris que pour contourner ces différentes tensions que l'on connaît, il faut faire preuve à nouveau d'agilité, donc pour contourner ces rallongements de délais, ces augmentations de coûts. Je retiens l'invitation de Clément de challenger les logisticiens qui peuvent faire preuve d'alternatives et d'innovation. Donc, merci Clément pour ce témoignage et cette invitation. Je retiens également lors du témoignage de Zachary
de cette invitation de mieux connaître cette supply chain, son fonctionnement, de mettre également peut-être des procédures de contrôle qualité pour éviter, alors que les délais d'acheminement sont longs, des surprises à l'arrivée. Également de multiplier, voire de tester ces sources d'approvisionnement. N'oubliez pas non plus que les banques ont un rôle à jouer pour vous accompagner dans la sécurisation des transactions, parce que c'est pas tout que d'acheter un produit, mais encore faut-il s'assurer quand même que le règlement soit bien relayé par une livraison. Donc les banques peuvent vous accompagner dans cette sécurisation via les opérations documentaires, via les couvertures de risque de change, voire via des couvertures pour faire face à des variations de prix. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous en fonction de vos besoins et nous nous ferons un plaisir de vous orienter et de répondre à vos problématiques. Merci à toutes et à tous. Merci à Clément et Zachary pour votre participation et vos réponses à ces différentes questions. Et je vous dis à très bientôt. On vous tiendra au courant pour un prochain webinaire qu'on organisera très probablement début 2022. Merci, à bientôt. Merci Gilles, merci à tous. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.